Bonjour à tous, ce cours s'intitule Nombre de patients à traiter, calcul et signification. Je m'appelle Nicolas Girard et je suis médecin au Centre d'investigation clinique plurithématique du CHU de Nancy. Le nombre de patients à traiter, c'est, selon les définitions classiques, le nombre de patients à traiter pendant une période donnée pour éviter l'apparition d'un événement. Première description du nombre de patients à traiter date de 1988 et a été publiée dans le New England Journal of Medicine. Cela correspond à l'inverse de la réduction absolue du risque. Et ce concept de nombre de patients à traiter a été largement diffusé dans le domaine des essais cliniques thérapeutiques, puisque, on va le voir, il permet une meilleure évaluation du bénéfice net du traitement auprès d'un patient. L'expression anglaise habituellement utilisée est le number needed to treat, et je garderai l'abréviation anglaise qui est largement utilisée, nombre de patients à traiter, NPT, n'étant habituellement jamais. Sur le plan sémantique, le terme générique de nombre de patients à traiter a été critiqué pour son imprécision. En effet, quand il existe un surrisque du traitement à l'étude, on aboutit à un nombre de patients à traiter négatif, ce qui est un petit peu surprenant et difficilement intelligible. Donc on différencie habituellement le nombre de patients à traiter pour obtenir un bénéfice, qui en anglais se traduit par number needed to treat to benefit, et le nombre de patients à traiter pour en nuire, qui en anglais est couramment utilisé sous référencement number needed to treat to harm. Voici un exemple de calcul de nombre de patients à traiter. Sur la gauche de l'écran, vous avez des courbes de survie dans deux groupes. Un groupe A qui est un groupe traitement et un groupe B qui est un groupe placebo. La première question à se poser, c'est le temps auquel il faut calculer le nombre de patients à traiter. Et donc ici, nous allons le calculer à la fin du suivi, c'est-à-dire 3 ans. C'est l'option le plus souvent utilisée pour déterminer l'effet du traitement. Et donc je vous rappelle que le nombre de patients à traiter, c'est l'inverse de la réduction absolue du risque. Donc quel est ici le risque absolu de chaque groupe? Eh bien pour le groupe A, c'est 100% moins 90%, 90% étant la survie du groupe A à 3 ans, donc 10%. Le risque du groupe B, c'est 100% moins 70%, 70% étant la survie à 3 ans du groupe B. Il y a donc une réduction absolue du risque qui est de 20%, 30% moins 10%, la différence entre les deux courbes finalement. Et donc, le nombre de patients à traiter, c'est l'inverse de cette réduction absolue du risque, donc 1 sur 20%, ce qui fait 5. Il faut donc traiter 5 patients pendant 3 ans pour éviter un événement. Discutons maintenant de l'intérêt du nombre de patients à traiter, de l'utilisation du nombre de patients à traiter. Ce qu'on lit habituellement dans la littérature médicale, ce sont des associations entre une intervention et des événements cliniques mesurés sur une échelle relative. On parle de risque relatif. Le plus souvent dans la littérature médicale, on utilise des analyses de survie, et donc le plus souvent un modèle de Cox. Et vous verrez le plus souvent des hazard ratios, qui sont des rapports de risque, et qui sont une approximation d'un risque relatif. Un risque relatif à 80% correspond à une réduction de 20% du risque. Si on réinterprète l'exemple précédent selon la lecture d'un risque relatif, eh bien, le groupe A, le groupe sous traitement, a un risque de 10%, le groupe B, le groupe placebo, a un risque de 30%, et donc le risque relatif lié à l'administration du traitement par rapport à un placebo
est de 10 sur 30%, soit 0,33. Dans la discussion de l'article, vous verrez que les auteurs diront qu'il y a une diminution de 67% du risque sur une échelle relative. Mais est-ce que ces résultats correspondent vraiment à ce qui se passe dans la tête d'un médecin en face d'un patient? Je vais vous donner un exemple cardiologique. Ce qu'on peut se demander en tant que cardiologue, c'est si l'introduction d'un traitement médicamenteux va permettre au patient qui est en face de nous d'éviter un infarctus. Évaluons maintenant si le résultat qui est habituellement mis en avant, c'est-à-dire le risque relatif, va nous aider à décider pour ce patient. Bien, on va se dire qu'il y a une réduction de 67% du risque du patient de faire un infarctus si on introduit le traitement. Malheureusement, on ne connaît pas le risque sans traitement de ce patient de faire un infarctus, et cette diminution qui paraît importante de 67% du risque de faire un infarctus sera finalement quasi nulle sur le plan opérationnel, pragmatique, si le risque du patient de faire un infarctus en l'absence de traitement est inférieur à 1%, par exemple. Et il est bien démontré que exprimer l'effet des traitements sur une échelle relative, donc en risque relatif, tend à surévaluer l'effet du traitement. Les médecins vont penser que le traitement a un effet plus important que si on exprimait les choses sur une échelle absolue. Comparons les deux approches. Dans ce premier scénario que j'ai déjà évoqué, donc si on utilise les risques relatifs, il y a un risque relatif à 0,33 et donc une diminution de 67% du risque d'événement. Si on utilise les nombres de patients à traiter, le nombre de patients à traiter est de 5. Changeons les données de l'équation. Un deuxième scénario. La survie à 3 ans n'est plus de 90% dans le groupe traitement, mais de 80% dans le groupe traitement. Et la survie à 3 ans n'est plus de 70% dans le groupe placebo, mais de 60% dans le groupe placebo. Les risques relatifs évoluent. Le risque relatif est maintenant de 20% divisé par 40%, soit 0,5. On dirait qu'il y a une diminution de 50% du risque d'événement. Le nombre de patients à traiter, lui, dans la mesure où la différence à 3 ans entre les deux courbes est la même, c'est-à-dire 20%, eh bien, le nombre de patients à traiter reste à 5. Il faudra toujours traiter 5 patients pour éviter un événement à 3 ans. Donc, finalement, l'approche basée sur les nombres de patients à traiter permet d'avoir la même évaluation dans le scénario A et dans le scénario B, alors qu'une approche basée sur les risques relatifs suggère que l'effet du traitement est plus important dans le scénario A que dans le scénario B. Mais pensez-vous vraiment que le traitement soit moins efficace dans le scénario B que dans le scénario A? Le nombre de patients à traiter, dans cet exemple, paraît plus adapté pour juger de l'ampleur de l'effet du traitement. Et il permettra probablement de se faire une idée plus précise et plus juste de l'effet du traitement. Les connaissances que vous venez d'acquérir sur les nombres de patients à traiter doivent vous servir pour une meilleure lecture critique de la littérature. En effet, les nombres de patients à traiter ne sont parfois pas donnés par les auteurs, mais il ne tient qu'à vous de les calculer. Voici une courbe de survie extraite de la littérature. Les auteurs ne vous donnent pas de nombre de patients à traiter.
Donc, vous allez d'abord déterminer à quel moment vous voulez avoir le nombre de patients à traiter. Ici, nous allons prendre la fin du suivi qui est à 10 ans. Il faut ensuite détermner le taux d'événements cumulé, l'incidence cumulée d'événements à 10 ans pour les deux groupes. Il suffit de tirer un trait en regard du chiffre de survie obtenu à 10 ans. Et graphiquement, vous allez ensuite évaluer la survie dans les deux groupes. Il suffit de mesurer sur un logiciel de graphisme quelconque ou sur PowerPoint la distance totale entre 0 et 1, donc correspondant à 100% de survie. Mesurer la distance totale qui correspond à la survie du premier groupe, la distance totale qui correspond à la survie du deuxième groupe, en essayant d'être relativement précis, en allant avoir 3 chiffres significatifs. Et il suffit ensuite d'appliquer une règle de 3. Donc la survie du premier groupe, eh bien, c'est la distance correspondant à cette distance-là, finalement, divisé par cette distance-là, B divisé par A, vous obtenez 80,3% de survie, ce qui est quand même un chiffre relativement précis. Hein. Vous allez à une précision plus importante que 1% de survie. Donc c'est relativement satisfaisant. Et puis le deuxième groupe, eh bien, il suffit de diviser la distance C par la distance A. Et vous obtenez 65,9% de survie. Maintenant, eh bien, il faut faire la différence absolue des risques. Eh bien, c'est 1 moins 65,9 moins 1 moins 80,3. Vous pouvez plus simplement juste faire la différence entre 80,3 et 65,9, puisque la différence des survies correspond finalement à la différence du risque absolu. Et donc, cela vous donne 1 divisé par 14,4%, soit environ 7. Environ 7 patients doivent être traités pendant 10 ans pour éviter un événement. Les messages clés de cette présentation sont que le nombre de patients à traiter correspond à l'inverse de la réduction absolue du risque d'événement. C'est une information facilement compréhensible et qui est vraisemblablement plus proche des préoccupations d'un médecin en face de son patient que ne l'est l'évaluation des risques relatifs. Ce calcul est très facile à faire à partir d'une courbe de survie et je vous enjoins donc à être critique quand vous lisez la littérature. Appropriez-vous les résultats des articles scientifiques. Merci beaucoup.